dimanche 28 avril 2019. Merci d'être avec nous pour suivre votre émission L'air du temps. Avec nous, Dr Mame Cheikh Ngom, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, département géographie. Abdrahmane Ngaïdé, enseignant-chercheur également au département d'histoire à l'UCAD, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, depuis quelques mois, on agite les territoires au Sénégal. On en parle un peu partout, dans les rencontres, dans les forats. Mais la plupart, peut-être, de nos confrères ne prêtent pas beaucoup attention à ces territoires. Peut-on parler aujourd'hui du Sénégal, des territoires du futur ou les futurs du territoire, en parlant de ce qu'on appelle le Grand Dakar. Le Grand Dakar, si on parle de Grand Dakar, c'est de parler de Diamniadio, où la capitale se déplace de plus en plus. Et ensuite Thiès, Mbour, qui sont devenus aujourd'hui peut-être les zones les plus prisées par les Sénégalais. De plus en plus, on voit que Dakar se déplace vers ces lieux. Si on le constate très bien au niveau du centre-ville de Dakar, de moins en moins de trafic, de moins en moins de personnes qui sont déplacées vers la VDN. Et la VDN est en train de se déplacer vers Diamniadio. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Docteur Mame Cheikh Ngom, est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu des mouvements qu'on voit se mettre en place, on peut parler des territoires du futur ou les futurs territoires en parlant du Grand Dakar? Merci Alassane Samba de nous avoir invités. Je remercie aussi mon collègue doyen Ngaïdé, avec qui nous partageons la même faculté au niveau de l'université de Dakar. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour parler du territoire. On dit souvent qu'un géographe sans territoire, c'est comme un scientifique qui n'a pas de ligne de conduite dans ses recherches. Alors le territoire, mérite d'être véritablement porté dans nos réflexions, dans la mesure où aujourd'hui il est question de territorialisation des politiques publiques. On en parle souvent. Mais c'est quoi le territoire? Pourquoi aujourd'hui nous avons cette lecture que vous venez de faire, surtout par rapport à ce centre de gravité du centre urbain, qui aujourd'hui est dans une migration du centre vers la périphérie. C'est ce que nous observons. Alors, est-ce un futur qui se dessine ou bien un futur que nous sommes en train de créer? Parce qu'il y a une différence entre le futur des territoires et le territoire du futur. Le territoire du futur est un construit. Ça peut relever d'un projet de territoire, malheureusement qui est très absent, ce projet, dans nos politiques de développement. Ça, nous le constatons. Mais par contre, de manière naturelle, les facteurs poussent les gens, surtout le facteur démographique, l'étalement urbain, la périurbanisation, tous ces phénomènes poussent aujourd'hui les gens à aller vers une recomposition naturelle. On était au centre, maintenant, il y a, comme on le dit, le dynamisme des territoires au niveau du centre qui font qu'une bonne partie de la population se déploie vers les zones résidentielles. C'était les Almadies, comme on l'avait dit. Ensuite, ils ont pris la VDN et ça continue. L'autre aspect, c'est surtout que nous sommes dans des dynamiques très, 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 très fortes. Si on prend l'exemple de Diamniadio, vous l'avez si bien dit, Diamniadio n'était pas prédestiné pour accueillir une ville. C'était un pôle. Et généralement, les pôles sont conçus à la périphérie des villes. Parce que, dites-vous que le schéma de Diamniadio ne date pas de maintenant. On avait déjà une vision de la plateforme de Diamniadio. Il y avait déjà une vision vers la périphérie, comment maîtriser cette périphérie. Parce que la dynamique urbaine de Dakar et sans relâche, c'est une dynamique qui est là, qu'on ne peut pas arrêter. Compte tenu du poids démographique, compte tenu du rythme de progression et de l'étalement urbain. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, on voit une périphérie qui bouscule ce qu'on appelle son arrière-pays. Et c'est ce qui a poussé maintenant cette dynamique en construction qui ont fait que maintenant on a l'aire métropolitaine Dakar-Thiès-Mbour qui se construit et qui aujourd'hui est renforcée par le dynamisme des politiques. Qu'est-ce à dire? Nous avons Diamniadio qui est en construction, nous avons l'aéroport et parmi tant d'autres projets. Et d'ailleurs, l'ANAT en a profité
pour dégager déjà les axes de cette interface. Ce que je trouve un peu déplorable. Je dis que si on est véritablement conscient du futur de ces territoires, on doit maintenant avoir des projets de territoire pour aller vers les territoires du futur. Les territoires du futur se construisent. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on doit l'insérer dans nos politiques. En France, nous l'avons vu. À chaque fois qu'il était question de réfléchir sur des perspectives territoriales, les politiques se dessinaient. Les gens disaient, écoute, il y a une politique, on a vu la politique de Charles Pasqua. Et avant Charles Pasqua, au cours des années 50, déjà dans le domaine de l'aménagement du territoire, on avait vu des politiques qui se dessinaient, même la loi Chevènement, etc. Mais ici, les politiques ne portent pas l'avenir des territoires. Ce qui fait que, alors, on ne peut pas parler de territoire du futur. Sinon, notre urbanisation devient spontanée. Nous avons, malheureusement, nous sommes conscients du futur de ces territoires, mais les territoires du futur nous échappent. Tout simplement parce que nous ne l'avons pas inscrit dans nos politiques de territoire. Rappelez-vous qu'on est resté maintenant bien longtemps sans pour autant qu'il y ait des lois dynamiques sur le territoire. Il n'y a que des décisions qui sont prises de manière spontanée par l'autorité, par le président de la République, ou bien de manière spontanée sur le territoire pour que les gens commencent à réfléchir. Alors qu'on aurait pu développer ces actes de réflexion au niveau des universités, au niveau des centres de recherche, pour inciter les gens à s'inscrire dans une perspective et dessiner le futur de ces territoires. Regardez aujourd'hui, vous êtes historien, vous bougez un peu en centre-ville, vous voyez les dynamismes qui se font à Dakar ville. On voit de plus en plus, comme l'a dit Dr Mame Cheikh Ngom, que les gens vont se déplacer pour aller dans la périphérie, dans la grande périphérie, comme on dit, de Dakar, mais qu'il n'y a pas une planification bien pensée et bien réfléchie pour que les citoyens puissent s'inscrire dans l'avenir dans ces territoires. Bon, merci d'abord et je remercie mon collègue Mame Cheikh, que c'est une bonne chose d'ailleurs de faire intervenir deux disciplines pas du tout différentes, mais qui se recoupent. Et je crois l'histoire de la géographie. Oui, et je pense que de plus en plus, d'ailleurs, il faut l'encourager pour qu'on puisse appréhender réellement les problèmes qui sont posés à nous ou qui se posent à nous. J'ai l'habitude de dire que la géographie s'étale et l'histoire se déroule. Donc c'est ce que vous avez expliqué tout à l'heure. Le déplacement ou l'étalement de la ville de Dakar peut nous permettre de mieux saisir ce que c'est un territoire. Et ce que c'est pas seulement le territoire urbain restreint, mais le territoire de manière générale, qui est donc un lieu d'habitation, un lieu d'exploitation, et qui permet de comprendre une chose. Dakar était un centre. C'était le lieu idéal de la ville idéale. Mais c'était une ville coloniale qui répondait à des critères bien déterminés. Et nous avons vu la progression, vous avez tout à l'heure décrit, jusqu'à Diomniadio. Et je pense que c'est un phénomène qui est normal et qui est historiquement explicable, puisque nos villes ont été fondées dans l'extraversion, parce que ce n'étaient pas des villes destinées à l'habitat en réalité pour nous, mais c'était plutôt pour faire acheminer les ressources qui viennent de l'intérieur, et puis de créer une dichotomie entre les indigènes et les Européens qui étaient là. Le reste, pour le futur du territoire, je crois qu'il faut qu'on... C'est-à-dire que c'est des villes qui obéissaient à une logique bien pensée, coloniale, contrairement à nous-mêmes, les villes, ce qu'on entend nous de nos villes, en tant que citoyens, en tant que peut-être africains, sénégalais. Oui, la ville est venue nous rejoindre, puisque dans l'acception européenne du terme. Mais à Dakar, nous savons très bien qu'il y avait des penchs. Et nous avons encore aujourd'hui les cœurs de ces penchs qui sont en train de battre et qui permettent de comprendre la résistance justement de notre conception du territoire.
ce n'est pas seulement une conception technique, mais c'est une conception philosophique, anthropologique et qui permet d'appréhender l'individu dans son environnement. Donc, je crois que ce que nous sommes en train de vivre actuellement permet de comprendre la déshistoricisation des pères fondateurs des villes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est d'autres personnes qui arrivent et qui permettent de comprendre que l'historicité de la ville doit se déplacer et se diffuser dans les autres quartiers. Tu le vois d'ailleurs dans la vallée du fleuve Sénégal, toutes les villes qui viennent de naître permettent de comprendre qu'il y a possibilité de déplacer l'histoire vers quelque chose d'autre, un autre lieu. C'est pourquoi je me dis toujours que l'association de la compréhension des phénomènes que nous vivons à partir d'autres sciences, d'autres disciplines, et à partir de ma discipline, doivent être ramenés vers un spectre, un unique spectre pour qu'on puisse appréhender ce que nous sommes en train de faire. Le futur du territoire est en train de se faire. Les territoires du futur, d'ailleurs, nous sommes en plein dedans. Les territoires de la virtualité. Aujourd'hui, le territoire est battu en brèche par l'espace virtuel, qui permet de comprendre, justement, qu'on peut dépasser l'idée primaire qui nous emprisonnait dans les territoires et qui nous permet de nous situer dans une localité extrêmement importante, puisque la localité est devenue importante, puisque l'éclatement de l'espace virtuel a permis de comprendre qu'on peut être distant par rapport à l'idée du territoire, la fermeture du territoire à l'intérieur de lui-même. Mais nous sommes sur des micro-territoires qui nous permettent d'aller au-delà de ce que nous pensons être le territoire lui-même. Oui. C'est un peu compliqué. Docteur Mame Cheikh Ngom, est-ce que la dimension anthropologique, sociologique et même culturelle a été prise en charge dans la construction des villes qu'on est en train de mettre en place? Parce que Dakar, souvent on entend des autorités dire des encombrements humains, que Dakar est sale, qu'il faut dégager les déchets, zéro déchet. Mais est-ce que cette dimension anthropologique, sociologique, culturelle a été prise en compte dans la construction de nos villes? Est-ce qu'elles sont adaptées à nos façons de faire? Merci Hassan. Cela me fait penser à ce que disait le professeur Lassoka Bembo. Lorsqu'on a eu à échanger sur le futur des territoires, le professeur me disait, cher, là c'est la pluridisciplinarité qui peut aider à régler le problème. Ce n'est pas un problème sectoriel. Ce n'est pas la seule géographie de prendre en charge cette dimension. Comme le professeur Ngaïdé l'a dit, il faut des historiens, il faut des sociologues, il faut des géographes, il faut impliquer toutes les disciplines des sciences sociales. Par rapport à ces projets, moi je crois que nous devons surtout privilégier le diagnostic et aussi planifier nos actions. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous devons au moins avoir des commissions, comme il en existe des commissions interministérielles, avoir des commissions pluridisciplinaires où militeraient des scientifiques de toutes ces disciplines que je viens de citer. Ce qui nous permettrait d'ores et déjà d'amorcer la réflexion sur le projet de désencombrement. Si on avait pris le soin de dire que d'ici l'an 2024, on veut que Dakar soit comme ça. Comme Senghor nous avait l'habitude de le dire. En l'an 2000, Sénégal sera comme Paris. Mais en ce moment-là, les gens savaient qu'on va vers une perspective. Donc il faut qu'on ait des projets de territoire. Et c'est ce qui nous manque malheureusement. Nous faisons des politiques très spontanées. Parce que tout simplement, le président a dit que je veux que Dakar soit propre, que les gens s'y mettent dès à présent, sans pour autant qu'il y ait des études préalables. Pourquoi ne pas poser le débat? C'est le débat qui manque malheureusement dans nos pays. Pourquoi Dakar est sale? Pourquoi Dakar est sale? Mais si on avait posé cette question, alors aussitôt, la recherche allait être éborsée dans les centres de recherche. Même au niveau des pinches, les gens vont donner leur point de vue, impliquer toutes les couches de la population, même ceux qui salissent. Parce qu'il y a des gens qui salissent Dakar, mais qui ne sont pas conscients de cette situation. Il y a l'autre qui disait qu'on peut déplacer des villageois, mais pas déplacer le village. Donc les gens qui viennent en ville
Mais ils peuvent ne pas se considérer comme étant des citoyens. Ils ont leur mode de vie rural. Alors, ce qui fait que, moi, à mon humble avis, je crois qu'on aurait dû s'arrêter et poser la problématique. Comme vous le dites, pourquoi Dakar est sale? Et là, on va commencer maintenant le diagnostic. Et toucher tous les acteurs, y compris les acteurs qui sont au cœur de ces saletés. Ce qui sont les facteurs. On identifie les facteurs. Mais là, on est en train de construire Diamniadio, considérant que c'est un pôle. Diamniadio va devenir bientôt peut-être une grande ville, il y a des ministères qui déménagent et tout. Est-ce qu'on ne va pas peut-être transférer l'insalubrité de Dakar-Ville à Diamniadio? Mais oui, parce que si aussi ce projet de territoire n'est pas accompagné d'un projet qui prenne en compte tous ces aspects, mais Diamniadio n'aura pas un bon futur, comme on nous dit. Hein. C'est un futur, hein. C'est véritablement un territoire du futur, mais son futur peut être compromettant, comme vous dites, parce que Diamniadio, déjà le problème de Diamniadio, c'est que Diamniadio est mitoyen à des espaces ruraux. Il ne faut pas se perdre de vue. Est-ce qu'on a intégré les habitants de Yen, de Diamniadio et les populations environnantes dans le projet de Diamniadio? Il y aura une fracture. C'est Bikotan. Oui, il y aura une fracture territoriale et des inégalités. Et à chaque fois qu'il y a des inégalités sur le territoire, on va vers des conflits et des tensions. Ça a été développé par les spécialistes. Donc, pour éviter véritablement le couplage aménagement-conflit, hein, qui est devenu une thématique très actuelle, moi je crois qu'on doit s'inscrire dans ces prospectives. Et par rapport à ces prospectives, l'étude impose à ce que les tendances lourdes soient identifiées et qu'il y ait aussi des scénarios. Ces scénarios nous manquent, on n'en a pas. Les gens ne vont pas vers des prospections. Il faut dessiner le territoire. Il faut réfléchir dès à présent sur l'avenir de Diamniadio. Qu'est-ce que Diamniadio va devenir dans les 10 prochaines années? Et surtout le triangle que vous dites. Mais moi, je suis de la zone Safen. Permettez-moi de faire un petit glissement. Je suis dans les zones de terroir Safi, issu d'un village appelé Banja. Mais aujourd'hui, j'ai la mort dans l'âme quand je me rends compte que les spécialistes qui se disent étant des défenseurs de l'environnement se permettent de charcuter tous les espaces forestiers qui existaient dans cette zone. Attention, c'est en 1930, et là vous le verrez dans le PDU de 1930, que le pouvoir colonial a aménagé des espaces forestiers. La forêt de Dias, la forêt de Banja, la forêt de Thiès, qui regroupaient des milliers de kilomètres carrés. Qu'est-ce que ces forêts sont devenues? Pour la construction de l'aéroport, on a détruit la forêt de Dias. Actuellement, si vous allez dans la forêt de Banja, mais que des audiences foraines allant dans le sens de l'ouverture ou l'attribution de quitus d'exploitation pour l'ouverture de carrière. On nous parle de FH qui a reçu je ne sais pas combien d'hectares par délibération. Et c'est le ministère, c'est l'État qui orchestre tout cela. Vous pensez qu'on peut aujourd'hui parler de la durabilité de ces territoires si toutefois, dans les conditions actuelles de changement climatique, on laisse disparaître ces aires protégées? Donc c'est ça l'avenir. Regardez cette problématique-là, comme vous l'avez eu à réfléchir là-dessus, est-ce que ça ne va pas reposer la question foncière de façon globale dans toutes ces zones-là, avec des populations rurales qui se disent de plus en plus, on entend des voix s'élever, qu'on est en train de nous exproprier de nos terres? Bon, avant de venir sur ce problème qui est très sérieux, sur lequel j'ai écrit des articles, permettez-moi de dire quelque chose sur l'insalubrité. Je crois que dans nos villages, quand on était encore dans les villages, chaque matin que les gens se réveillaient, il y avait une personne qui balayait au pas de sa porte et qui balayait toute la rue jusqu'au pas de l'autre porte. Et il y a une autre personne qui relaie et qui balaye jusqu'à l'autre porte et le village est propre. Donc on avait le sens de, comment on appelle ça, le sens de propreté. Mais tout d'un coup, ce qu'on appelle espace public est rentré dans nos consciences. Et l'espace public n'est plus géré naturellement par la communauté. C'est pas par la communauté, c'est géré par une mairie. Donc ce n'est pas l'homme lui-même qui est sale et qui n'a pas l'idée qu'il doit être propre dans son environnement,
Mais c'est qu'on lui a dénié ce qu'il savait déjà. On lui a dit non, maintenant, tu ne t'occupes plus de la saleté de l'espace public, c'est la mairie qui doit s'en occuper. Et nous avons aussi une idée négative de l'espace public. Nous disons toujours, c'est à la loubourg. Donc on a travesti l'espace public en le transformant à la loubourg, c'est-à-dire à la loumbed, mbed bourg. C'est-à-dire dans le sens où je peux faire tout ce que je veux sur ce mbed, puisque ce n'est pas le bourg en tant que tel. Alors le bourg n'existe plus, mais le mbed est là. Nous sommes dans un système présidentiel. Nous ne sommes plus dans le temps du bourg. Donc il faut qu'on élimine d'abord notre rapport avec l'espace public. Ça doit changer. Et autre chose qui me semble être important dans Le foncier. Le foncier. Bon, le foncier, lui, c'est un grand problème. Même le foncier urbain, nous savons ici qu'il y a un problème. Et ces dernières semaines, vous avez entendu des bruits au niveau des hyènes, où les gens même ont dit qu'ils ont contacté les marabouts et tous les responsables politiques pour qu'il n'y ait pas mort d'homme. Et le foncier amène toujours des morts d'hommes, puisque c'est la base. On a dit tout à l'heure que le territoire, c'est la base vitale des individus. Et donc, je crois qu'il faut qu'on remette en marche la conscience urbaine, puisque nous voyons même Dakar, à l'intérieur de Dakar, changer physiquement. Je m'excuse, ce n'est pas une publicité. Dans mon dernier livre, Esquisse d'une topologie historique, la rue n'est pas une machine à marcher. J'essaie d'analyser tout cela, de dire qu'il y a des changements physiques, par exemple, à Dakar, qui doivent être accompagnés obligatoirement de changements de mentalité et d'imaginaire. Puisque l'espace change, le rétrécissement de l'espace conduit obligatoirement à des conflits. Puisque les surfaces se rétrécissent, et puis donc la démographie étant trop grande, la surface se rétrécit, le conflit apparaît. Donc, et je crois que j'ai eu aussi la chance, comme il l'a dit tout à l'heure, d'assister à des destructions de forêts classées. Dans les années 95, au moment où je faisais ma thèse dans la région de Kolda, j'ai assisté à la fondation même de villages illégaux dans les espaces protégés, au temps colonial. Nous avons eu, je ne sais pas si c'est une chance, que ce n'est pas une chance d'être colonisés, mais là c'était une chance, ils ont pu préserver des lieux extrêmement importants qui nous permettent de comprendre autre chose qui est importante. Il a parlé de l'environnement. Il faut faire la différence entre pays et paysage, parce que nous avons besoin d'un paysage. Ce n'est pas le pays qui s'étale et qui détruit, non. Nous avons besoin aussi de paysages qui nous permettent de respirer. Vous voyez la forêt d'Ombao. Quand je passe souvent devant la forêt d'Ombao, mes poumons s'éclatent souvent. Mais je vois aussi Diomniadio qui arrive. Et je vous dis sincèrement, moi je suis pour ce Diomniadio-là. Il y a des discussions tout autour que je ne maîtrise pas, mais quand on s'inscrit dans la projection et de ce que vous avez dit, les territoires du futur peuvent être testés justement avec ce que nous sommes en train de faire. Le problème sur lequel souvent je discute avec d'autres, pour le problème de Diomniadio, c'est que je ne croyais pas nécessaire d'envoyer tous les ministères à Diomniadio, par exemple, parce que nous avons un conseil de ministres tout le temps. Donc, ils doivent rester là. Les directions les plus importantes qui attirent les populations doivent être installées là-bas pour que les populations aient l'habitude d'aller vers cette nouvelle ville qui est en train d'être. Moi, je me projette d'ici 50 ans, ce n'est pas d'ici 10 ans. Puisque je ne serai pas là d'ici 50 ans. Mais ceux qui seront là doivent avoir quelque chose. Nous avons vécu un espace bien aéré où les conflits fonciers étaient moins radicaux. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle ville et comme il l'a dit, il y a un triangle et il faut prendre en compte les ruraux qui sont là à 50 km. Je me dis toujours,
quand je vais dans la zone de Toubab Dialaw, que je connais un peu bien, on peut préserver ces pôles. Par exemple, Toubab Dialaw concentre pour moi aujourd'hui ce qu'on a comme intellectuels dans ce pays. Beaucoup d'intellectuels vivent à Diomniaï. Je me suis dit que si on les réveillait, on peut construire, plutôt à Toubab Dialaw, on peut peut-être créer un nouveau pôle culturel pendant à la ville de Diomniaï qui est en train d'émerger, entre guillemets. Donc, je crois que c'est ça qu'il faut. Il faut redonner l'identité à ces ruraux pour qu'ils s'incrustent dans la réalité et qu'ils ne deviennent pas demain la banlieue. Puisque c'est eux demain la banlieue en réalité. C'est ça le futur du les territoires du futur, c'est qu'il faut surveiller que les ruraux qu'on a trouvés à l'intérieur des terres, qu'ils ne deviennent pas des banlieusards et qui seront victimes de toute l'insalubrité, comme tu l'as dit, on va la déplacer vers Diomniaï, ils seront le Mbebes de demain. Donc, je pense qu'il faut surveiller tout cela. Bon, l'autre volet sur le foncier, je pense que ça demande une véritable émission pour qu'on puisse comprendre la réalité qui aujourd'hui, puisque c'est compliqué. Ouais. Mais aujourd'hui, professeur, on est dans une logique de désencombrer Dakar, de nettoyer certaines plateformes en disant qu'il y a des carcasses de véhicules un peu partout. On a vu que les opérations ont démarré. Mais est-ce que les préalables ont été mises en place avant cette opération? Parce que beaucoup de citoyens ont l'impression que c'est des opérations coup de poing que l'on fait dans un premier temps pour mobiliser l'opinion publique par rapport à une fast track, entre autres, comme slogan. Et ensuite, dans peut-être 2 ou 3 mois, on va retrouver les mêmes choses, les mêmes problèmes, les mêmes espaces occupés. Parce que la plupart des jeunes qui sont des ambulants, qui occupent peut-être ces lieux-là, c'est des jeunes qui viennent chercher de quoi tenir de la famille. Parce que justement, s'ils sont dans la rue, c'est parce qu'ils n'ont pas de travail. Hassan, moi je crois que je vais orienter un peu le débat vers des réformes. Et surtout la décentralisation. Dans tout ça, quel est le rôle des municipalités? Quel est le rôle des collectivités locales? Elles ont échoué. Ah mais oui, Elles vendent des parce cantines. que tout simplement, Les mairies de Dakar ne font que des cantines. Mais voilà justement. Nous savons pertinemment que la prise en charge des ordures a été dévolue depuis 1996 aux collectivités locales. On parle de désencombrement, mais si on touche aux acteurs du territoire, mais on touche à ces éléments des collectivités locales. Et je l'ai dit la dernière fois, quel est l'avenir de la décentralisation ici au Sénégal? En 1996, on avait véritablement un système qui nous permettait de parler d'émiettement du territoire. On avait véritablement rapproché les populations de l'administration, avec des communes d'arrondissement, des communautés rurales, etc. Mais avec l'acte 3 de la décentralisation, on sent un recul de la décentralisation. C'est maintenant l'État, de tout le bilan de ces 5 dernières années, il n'y a que l'État aujourd'hui qui peut se réclamer d'un bilan. Mais quel est le bilan des collectivités locales? On va vers des élections locales. Quel est aujourd'hui ce maire qui peut vous dire que j'ai été porteur d'un projet de territoire? Elles n'ont pas été impliquées, ces collectivités locales. Au point qu'aujourd'hui, même l'intercommunalité qui devait nous permettre de régler nos problèmes, n'a pas été incitée par l'État. Et pourtant, en France, lorsque ce genre de questions étaient posées, on a cherché à renforcer les collectivités locales en créant, vous vous souvenez, la communauté des communes, la communauté des agglomérations et les communautés urbaines. Mais ici, nous n'allons pas vers cette intercommunalité, si bien que nous partageons, les collectivités locales partagent les mêmes problématiques. Si aujourd'hui, Mermoz Sacré-Cœur est sale, mais cette saleté n'épargne pas la liberté qui est mitoyenne à cette collectivité locale. Pourquoi ne pas maintenant créer la communauté de communes et renforcer leur politique? Ce qui permettrait à ces collectivités locales d'élaborer des projets comme Mamoudou Diop l'avait fait à l'époque. Je salue véritablement sa mémoire parce qu'il était un visionnaire. Avec lui, au moins, on avait la communauté urbaine qui se chargeait de
gérer les ordures ici. Il y avait la SOADIP, qui est devenue une société. Il y avait la SIAS, mais malheureusement, on a créé l'entente Dakar, que nous ne voyons pas très efficace sur le terrain. Mais est-ce que l'échec de la gestion des ordures dans les quartiers, c'est l'échec des maires qui sont pas capables d'imagination aussi pour aller chercher les moyens de nettoyer leur territoire? Non, c'est parce qu'ils ne sont l'État pas... lui-même qui n'a pas donné les moyens aux maires de faire le travail? Mais justement, comme il le disait souvent, l'État nous a transféré des problèmes, mais il n'y a pas eu de transfert concomitant de ressources. S'il n'y a pas de ressources, mais comment imaginez-vous qu'on se trouve avec des communes, des collectivités locales, des communes urbaines qui ont des budgets de 100 millions pour un fonctionnement de 67 millions. Alors, donc, vous voyez que l'investissement devient plus ou moins faible. Alors, moi, je crois que pour régler ces problèmes de désencombrement, il faut nécessairement qu'on arrive à restaurer la police municipale. La police municipale, elle est importante. Il faut qu'on restaure la situation des collectivités locales, des communes, en leur dotant de moyens pour qu'elles puissent jouer leur partition. Si on continue sur cette dynamique, je ne suis pas pessimiste, mais je crois qu'il n'y aura pas de suivi. Parce que tout simplement, ceux qui devaient assurer le suivi, c'est-à-dire les collectivités locales, n'ont pas été impliqués. Si on fait le diagnostic, alors l'encombrement, mais c'est au niveau des territoires communaux, c'est à l'échelle locale. Le maire Mamadou Ndoye de Plateau, lorsqu'il a commencé à combattre l'encombrement des rues, Alioune Ndoye, mais il a été suppléé par le maire Khalifa Sall. Ce qui fait que, alors, les collectivités locales commençaient à jouer leur partition. Parce que aussi, il faut qu'on comprenne qu'on est dans un système dans un contexte de décentralisation. Mais malheureusement, l'État n'est pas dans une dynamique de renforcer ses collectivités locales. On aurait dû alléger les charges de l'État si toutefois on avait des collectivités locales véritablement fonctionnelles. Mais malheureusement, le constat est général. Les collectivités locales, les communes, les maires n'ont pas été impliqués dans cette politique, ce qui fait que malheureusement, c'est l'État qui porte tout. Et l'autre aspect, par rapport à Diamniadio, il a dit, le professeur, dans l'analyse, cette dynamique du projet de territoire, alors il va se poser un problème. Okay. Le problème, c'est quoi? C'est que Diamniadio, déjà, moi, je voudrais qu'on définisse le statut de Diamniadio. Diamniadio, c'est quoi? Est-ce une commune? C'est quelle commune? Quel est aujourd'hui le maire qui va gérer Diamniadio? On n'a pas encore commencé à réfléchir sur cela, si bien qu'on crée la ville. Mais il y a le maire de Diamniadio. Est-ce que c'est lui qui va devenir le maire du pôle de Diamniadio? Alors que Diamniadio est dans une situation qui touche plusieurs collectivités locales. Diamniadio, je veux dire, le pôle. C'est une zone spécialisée, non? Non, mais même si c'est une zone spécialisée, on ne peut pas l'extraire du territoire de ces communes. Donc, il faut qu'on lui trouve un statut. L'autre aspect, moi j'ai dit, on crée une ville dans un espace rural. Ce qui va, à l'avenir, poser ces problèmes de cohabitation. Les populations, et ça je vous le dis, dans les 5 prochaines années, quand Diamniadio sera fonctionnel, alors il y aura un rush. Les populations vont se déplacer des zones rurales pour venir chercher du travail à Diamniadio. Ils ne viendront plus à Dakar. Elles ne viendront plus à Dakar, ces populations. Mais déjà, la proximité faisant, elles vont tout simplement venir chercher le boulot. Même si c'est des tâches subalternes, elles viendront chercher le boulot. Maintenant, c'est là où on doit réfléchir sur ces projets de territoire, sur la prospective, en analysant les tendances lourdes et créer des scénarios. Ce qui nous permettrait... Si les populations ne viennent plus à Dakar dans 5 ans, oui, viendront à Diamniadio pour occuper ou chercher le travail, oui, est-ce qu'il n'y aura pas des conséquences de transformer Dakar Centre en désert? Mais économique, en désert commercial. C'est ce qui était arrivé à New York à un moment, quand on parle de Zubidi. Manhattan. Mais oui, mais vous savez, de plus en plus, Dakar, excusez-moi de cette analyse, mais Dakar est de plus en plus occupé par des étrangers.
les Dakarois ont tendance à sortir de Dakar. Tous les Dakarois cherchent des logements à la périphérie. Aujourd'hui, on parle de Dias. Mais alors que l'étranger, les communautés étrangères cessent à créer des ancrages au niveau du centre pour gérer le commerce. C'est ça qu'on appelle le Central Business District. Mais c'est en train de la communauté Peul, la communauté guinéenne, mais actuellement, un ancrage territoire extraordinaire au niveau du centre-ville de Dakar. Pourquoi? Parce que c'est cette communauté qui gère le commerce, alors que les gens, ne voulant pas être trop perturbés, cherchent à aller aux Almadies ou bien vers la périphérie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, alors ce Central Business District va se développer à Dakar et les populations vont sortir. Maintenant, la problématique de la cohabitation, elle ne date pas de longtemps, elle ne date pas de maintenant. Le professeur l'a rappelé. Il y a le phénomène d'urbanogenèse que le professeur Cherba a analysé, parmi tant d'autres, les spécialistes. Il y a toujours eu ces genres de situations. Lorsque le colon est venu s'installer au niveau du plateau, il y a eu des dualités spatiales entre les indigènes qui étaient là et le pouvoir colonial. Jusqu'à présent. N'est-ce pas? Il y a aussi des problèmes. Quand vous allez à Ponty, il y a toujours des maisons debout où vous pouvez entrer par une porte et sortir par l'autre. Voilà. Ensuite, il y a eu d'autres phénomènes, c'est-à-dire ceux qui ont quitté les villages, comme d'exodes qui sont venus s'installer autour de Djamnia, de Kolaban, Kipkoko, etc. C'est ce qui a d'ailleurs poussé la première politique, comme on appelle la politique de bulldozer. On a déguerpi les gens pour créer la Médina en 1946. Ensuite, le Grand Dakar a été créé. Mais tout ceci relève de PDU jusqu'au plan écochard. Mais ici, quel est ce PDU aujourd'hui qui gère le triangle Dakar-Thiès-Mbour? Est-ce qu'on est dans une perspective qui nous permettrait aujourd'hui d'avoir un PDU qui doit être porté aussi par les politiques? Est-ce que l'Assemblée nationale a été saisie de ce plan que l'ANAT a présenté? Mais quelle est la compétence de l'ANAT pour que l'ANAT puisse nous dicter des projets de territoire? Moi, je crois que ces projets de territoire, surtout le travail effectué par l'ANAT, je salue au passage mon ami Digo, je salue bel et bien le travail qui a été fait. Mais ce travail doit être, c'est pas à l'ANAT, les commissions de l'ANAT, de valider ce travail. Il faut soumettre ce travail au niveau de l'Assemblée nationale. Comme ça, les gens vont statuer là-dessus. Il faut aussi impliquer les partis d'opposition. Mais malheureusement, le débat, c'est le débat, je reviens encore sur ce que je dis, c'est le débat qui manque. Il faut qu'on ait le courage. Par exemple, s'il y a un projet de société, qu'on pose le débat, afin que les acteurs civils, je veux dire la société civile, par exemple, Y'en a marre a son mot à dire sur ce qui. Parce que Y'en a marre peut se déployer, aller directement vers ces gens-là et les convaincre, discuter avec eux. Parce qu'ils côtoient les mêmes réalités. Mais si on prend la décision de dire que voilà, nous allons sommer ces gens-là pour qu'ils quittent, le préfet vient, il mobilise les forces de l'ordre, on les dégage, mais dites-vous que ces gens qui sont là, mais vont retourner au niveau de leur fief avec des frustrations. D'autres vont se reconvertir. Nous, on ne veut plus de nous au niveau de cette ville. Nous allons nous faire une reconversion et devenir des agresseurs. Oui, cette question elle est très complexe, Gaïdé. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour réussir ce projet de Dakar zéro déchet? Mais on a l'impression qu'on n'a pas pris en compte les dimensions psychologiques, dimensions sociales, culturelles, anthropologiques et même culturelles. Bon, vous savez, vous avez dit quelque chose qui est important. Et que Dakar, je crois que Dakar est destiné à devenir une plateforme économique. Et c'est la vocation de Dakar dès sa création. Et il faut bien se dire que Diamniadio, c'est la nouvelle capitale qui est en train d'être construite. Puisque l'aéroport est juste à 2 secondes et il y a un port de prévu à Sendou. Et il ne faut pas oublier que le président de la République a une résidence à Mbour. Donc nous sommes là dans une nouvelle ville capitale. On n'a même pas besoin de construire un palais présidentiel, parce qu'il est juste à côté. Mais est-ce que c'est des questions importantes? Est-ce qu'elles ont été discutées, partagées par la société?
Ça, c'est autre chose. L'exécution a été déjà faite. Est-ce qu'on peut discuter maintenant? Maintenant, il faut mettre en perspective de nouvelles discussions pour relever les défis que posera peut-être la ville. Et je crois que la ville de Diamniadio peut être un exemple extrêmement important de révision de notre rapport au territoire. Puisque la ville de Diamniadio peut être hybride, alliant et le rural et le citadin, sans qu'il n'y ait concurrence. Puisqu'il faut qu'on sorte aussi des schémas que nous avons importés de l'Europe. Puisque c'est ça aussi le problème. Le problème, c'est que nous répondons à des critères dont les financements nous viennent de l'autre côté. Et on nous impose la chose. Les discussions peuvent être biaisées par ces éléments-là. Oui, mais parce que c'est ça la question que beaucoup se posent aujourd'hui. En Dakar-Ville, il y a un problème de cohabitation entre, par exemple, les habitants d'un même immeuble, par la conception que chacun a de l'immeuble n'est pas la même, par rapport à la gestion des ordures, la gestion des problèmes. Si on construit une même ville comme ça à Diamniadio, est-ce qu'on ne va pas transférer juste les problèmes là-bas? Oui, mais nous sommes en train de le discuter. Et je pense que ce qu'il a dit est totalement vrai. Il faut que les gens discutent de la... J'ai dit tout à l'heure que tout changement physique appelle un changement dans les imaginaires. Vous avez vu que nous allons vers la verticalité. L'étalement n'est plus possible, maintenant on monte. Et donc il y a un changement. Même nos rues ne sont plus des rues, ce sont des couloirs. Donc il y a un changement de démarche. Il y a des choses qui... moi je marche beaucoup dans la ville, je l'observe. Bon, bref. Et pour désengorger et pas dégager, je n'aime pas le terme de dégagement des individus qui sont dans la rue, puisque j'ai l'habitude de dire que nous sommes de manière quotidienne en Afrique dans une émeute en latence. Puisque tous les jeunes qui sont dans la rue, s'ils n'étaient pas dans la rue, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils auraient pu faire. Et c'est cette question qu'il faut se poser maintenant. Comment rectifier cette erreur historique qui a fait que tous les jeunes sont dans la rue en train de vendre? Et autre chose qui semble être extrêmement important et très dangereux, d'ailleurs le professeur vient de le dire, il dit les étrangers sont en centre-ville. C'est ça aussi qu'il faut faire. Moi j'ai toujours dit, quand on a dit qu'on va dégager les individus qui sont dans la rue, j'ai dit faites attention, faites-le, mais avec beaucoup de réflexion, puisque c'est la communauté Peul qui est dans la rue. La plupart des vendeurs ici, c'est des Peuls. Donc faites attention aussi, quelque part. Et autre chose, tous les vendeurs, les jeunes vendeurs dans la rue, que ce soit de chaussures, que ce soit des habits, c'est des Sénégalais. Et un autre constat important, dans les chantiers que je traverse, ce ne sont pas les Sénégalais. Ils ne veulent pas faire d'efforts physiques. Ils veulent rester dans la rue. Je m'excuse de le dire de manière aussi abrupte. On le vit, nous tous, dans nos maisons. Je ne le dis pas puisque je suis en train de le dire, qui veulent pas... mais c'est une réalité. Donc, et les pousseurs qui sont dans la rue, qui font les efforts nécessaires, ce sont aussi, entre guillemets, je n'aime pas du tout le terme étranger, puisque je suis, au départ, un étranger. Mais maintenant, nous sommes tous des étrangers du territoire, justement. Et je vais y revenir peut-être. Entre parenthèses, je suis issu d'un terroir qui enjambe deux territoires. Absolument. Puisque je suis du terroir des Halaïbé. Et si je veux être chef aujourd'hui, je suis obligé de venir à Demet, qui est au Sénégal. Donc je ne suis pas un étranger. Je suis dans le vaste territoire, dans un terroir bien déterminé et qui est transfrontalier. Donc, le grand problème maintenant, c'est de... Par exemple, moi, quand je viens devant mon université, j'ai envie d'enlever tout le monde. Parce que ce n'est pas normal. Et puis, il y a quelque chose de très simple, bête et simple. Voyez les carrefours sur lesquels on vend des fleurs. Je prends toujours le carrefour de Mermoz, que j'adore beaucoup. Je m'arrête des secondes là-bas sous les arbres. Les vendeurs de fleurs permettent d'embellir une ville.
Par exemple, la devanture de l'université, on aurait pu dire, on dégage tout le monde, il faut qu'il y ait des vendeurs de fleurs. Sur tous nos territoires, des vendeurs de fleurs. On n'occupera plus le territoire par des sidem, par des soumps, et tu ne peux plus marcher. Tout le monde marche en marchant. Et c'est pourquoi on ne se regarde plus. Et pourquoi on ne peut plus surveiller, puisqu'on dit tifle founé. Mais oui, le dernier point de notre débat, il faut qu'on le fasse. C'est le projet de loi qui sera déposé samedi prochain à l'Assemblée nationale par rapport à la suppression des postes de Premier ministre qui va toucher beaucoup d'articles de la Constitution. L'opposition sort du bois, elle dit qu'elle va riposter à ce projet de loi et que certains aussi membres de la société civile disent qu'aussi ils vont demander à marcher devant l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on va encore vers des affrontements dans ce pays? Hassan, permettez-moi, avant de répondre à cette question, de conclure un peu sur... Très rapidement, oui. Très rapidement sur le futur de ces territoires. Je prends souvent l'exemple de Touba. Mais Touba, si on analyse le projet de territoire de Touba, on sent véritablement qu'il y a une prospective. Les gens savent là où ils veulent aller. Même l'exemple... D'ailleurs, Cheikh Gueye avait écrit un livre sur Touba. Voilà. Et Touba a été aussi primé à Istanbul. Tout à fait. Vous voyez, ça c'est des projets de territoire. Alors que nous avons un État. Qu'est-ce qui empêcherait cet État d'aller vers ces projets de territoire? L'autre aspect, par rapport au désencombrement, je suis en train de conclure. Il faut qu'on mesure aussi les manques à gagner. Les collectivités locales, mais même si, parce qu'il y a un paradoxe, elles ne sont pas pour l'encombrement des rues, mais en retour, ce sont ces collectivités locales qui collectent les droits de stationnement et les droits de place. Les cantines. Voilà, les cantines qui sont là. Maintenant, en retour, il faut que l'État arrive à compenser ces manques à gagner. Là, je vais terminer. C'est surtout, il l'a dit au tout début, le numérique dans tout ça, la géomatique dans tout ça. Nous avons maintenant des territoires. Le futur des territoires se construit à partir du numérique. Avec les modélisations à 3D, même déjà à 5G, les gens sont en train de réfléchir. Je crois qu'on peut arriver à construire tout ce que nous voulons à travers tout cela. Maintenant, par rapport à l'actualité politique, cela me fait réfléchir toujours sur ce que je disais au tout début. L'absence de dialogue, de concertation, parce que des projets aussi importants doivent être discutés avant leur approbation. Je crois que l'État doit aujourd'hui s'ouvrir. Le président Macky Sall a été réélu. Il a un projet de 5 ans. Si toutefois il veut prendre des décisions aussi importantes que la suppression du poste de Premier ministre, mais il faut que le débat soit posé et qu'on soit patient. C'est ça, cette patience qui nous manque. Parce que le fait de poser le projet et dire que le projet va aboutir, cela nous pousse vers du forcing. Et si aucune des parties ne veut faire l'effort de faire le dialogue? Mais on peut toujours être patient. L'opposition ne reconnaît pas la légitimité du président Macky Sall. Mais non, c'est... Comment dialoguer? Mais il faut toujours poser le débat. Poser le débat, parce que quoi qu'on dise, l'opposition est là et elle continuera toujours à s'opposer. Qu'elle reconnaisse la légitimité ou pas, mais l'État est là et l'État continue. Donc, étant donné que l'État est là, les acteurs sont là, moi je suis toujours pour la concertation. Et qu'on prenne véritablement notre mal en patience, je peux dire. Et promouvoir le dialogue et la discussion. Je pense que si on intègre surtout la société civile dans le débat, intégrer les partis politiques, je pense que l'État, le pouvoir peut arriver véritablement à un consensus, même si cela relève un peu de l'utopie. Regardez cette suppression du poste de Premier ministre, où samedi prochain, la société civile et certains membres de l'opposition disent qu'ils vont marcher. Est-ce que le Sénégal a besoin de reculer? C'est ça la grande question maintenant qui se pose à moi. Personnellement, je dis mon avis, comme tout le monde. Le Sénégal a besoin de rebondir sur d'autres choses que sur des querelles autour de la suppression d'un Premier ministre ou de la mise. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que le Sénégalais veut manger. Le Sénégalais veut travailler. Le Sénégalais qu'on va dégager de la rue, qu'est-ce qu'il fera demain?
C'est ça la question principale. J'ai commis un texte, malheureusement, que je n'ai pas encore partagé avec beaucoup de gens. C'est mon avis personnel et mes observations depuis 30 ans que je suis là et que j'adore cette démocratie. Je dis que le futur est un présent esquissé par le langage. Ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, nous sommes en train de faire de l'histoire. Ceux qui nous écoutent, parmi eux, existent des jeunes qui vont peut-être prendre le pouvoir d'ici 15-20 ans. Ils ont l'écho de nos discussions. Ça reste à l'intérieur de leur imaginaire. Donc il faut qu'on soigne notre langage et qu'on se mette... vous avez dit tout à l'heure que l'opposition ne reconnaît pas la légitimité du président de la République. Ça, cela m'étonne. Parce qu'il n'y a pas de manifestation contre ça. En tout cas, la population ne s'est pas levée contre ça. Donc, il faut que tout le monde, moi dans ce texte, j'appelle à une palabre et à des conversations, de nouvelles conversations citoyennes. Ces élections passées ont montré quelque chose d'extrêmement important, qu'il y a nécessité de discussion et qu'il y a nécessité que les gens aient confiance les uns les autres. Puisqu'en réalité, tout ce que le Sénégal est en train de traverser, je crois que c'est des inimitiés profondes, interindividuelles, qui se sont dispersées dans la société. Et il faut qu'on arrête ça. Et les inimitiés personnelles au sommet se répercutent sur la population. Moi, de plus en plus, je parle de population. Puisque le peuple, pour moi, c'est entre guillemets, c'est un verbe politique qui n'est conjugué qu'à l'intérieur d'une Assemblée nationale. Et si nous voyons 15 millions de Sénégalais, il y a 4 ou 5 millions qui ont voté. C'est ça, le peuple. Les 11 millions, c'est la population, c'est nous. C'est ceux qui sont dans la rue et qui ne peuvent pas accéder à quelque chose. Je crois qu'il faut prendre en compte les 11 millions de Sénégalais qui n'ont pas voté. C'est eux qui veulent la paix. Voilà, je pense que le temps que nous avons parti est terminé. Mame Cheikh Ngom, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, département géographie. Abraham Guédé, enseignant-chercheur également au département histoire de l'UCAD. À la technique au son, il y avait Aliou Diassé, caméra Augustin Mandang, digital Alassane Tal, logistique Jules Sognam. Au micro Alassane Sambo Diop. Bon dimanche à tous.